Bienvenue à cet épisode hors-série de l'Arrière-boutique. Chez les Produits du Québec, l'achat local est au cœur de notre mission et cette fois-ci, on avait envie de s'intéresser à son histoire. Pour remonter le fil du temps, on a demandé à Laurent Turcot de nous accompagner. Historien, professeur, auteur et animateur du populaire balado L'Histoire nous le dira, il nous aide à mieux comprendre l'évolution de notre rapport aux produits d'ici. Bonne écoute! Est-ce que l'achat local permet de passer à travers les grandes crises, notamment les crises économiques ou, par exemple, lors des périodes sombres, comme les menaces de guerre ou encore la guerre, carrément? On a beaucoup à apprendre de l'histoire et parfois, ça nous montre comment nos ancêtres se sont adaptés et ont aussi trouvé des solutions pour aider les producteurs d'ici. Pour comprendre ça, je vous propose de passer à travers trois grands événements qui sont aussi trois grandes crises. La Première Guerre mondiale, mais aussi deux crises économiques, celle de la fin du 19e siècle et celle des années 1930. On a beaucoup parlé de l'achat local depuis la pandémie de 2020. Un des experts de l'achat local du Québec, c'est Frédéric Chouanière. Lui, il constate qu'elle ne fait pas vraiment l'objet d'une réelle controverse. Tout le monde, plus ou moins, adhère à ce concept-là. L'achat local est populaire. Mais d'abord, c'est quoi au juste l'achat local? Si on se réfère à l'Office québécois de la langue française, l'achat local, c'est, et je cite, un achat effectué en fonction de la proximité géographique du commerce ou du vendeur par rapport à l'acheteur. Mais attention, la proximité géographique varie selon les auteurs et les organismes. Elle peut être calculée en kilomètres, mais aussi bien en termes de frontières humaines, à l'échelle d'une ville, d'une région, d'une province ou d'un pays. Gardez aussi en tête que, selon Chouanière, l'achat local ne se limite pas à un bien, mais peut aussi concerner un service. En situation de crise, l'achat local revient sans cesse dans l'esprit des gens, même si on ne lui donne pas nécessairement ce nom-là. Revenons un peu plus loin dans l'histoire, si vous le voulez bien. L'achat local existe déjà à l'époque de la Nouvelle-France. Par exemple, l'industrie de la laine rend très fier l'intendant Jean Talon, qui écrit qu'il n'a aucune difficulté à se vêtir d'habits canadiens, même en métropole, soit de l'autre côté de l'Atlantique. Selon Marie-Ève Faust, 20 races de moutons vivent actuellement au Québec et environ 130 000 toisons sont récoltées chaque année. Cependant, elle précise aussi que, et je cite, « plus de 90 % de la laine canadienne est jetée ou brûlée ». Ouch! Justement, j'en profite pour vous faire découvrir le projet de Techni Textile Québec, qui cherche à relancer l'industrie de la laine dans la province. Après la vidéo, allez découvrir le travail de l'Agence de laine canadienne et des industries filatures Lemieux, Milo et Dexter, Laine Pierre, Duret et groupe CTT. Ça vaut vraiment la peine. La première crise qui nous intéresse ici, c'est la Première Guerre mondiale, qui va de 1914 à 1918. Dans ce conflit-là, ce ne sont pas seulement les combattants qui souffrent, même si 14-18 a été horrible pour les soldats. Les civils ont aussi connu des jours meilleurs. L'inflation touche les produits de première nécessité. Au Canada, le prix du blé augmente dramatiquement, ce qui affecte l'alimentation des familles. La France est elle aussi touchée par une inflation galopante. Éric Allary en donne des exemples. 500 grammes de pain coûtent 15 centimes en 1914 et en 1919, ça coûte 30 centimes. Le double finalement. 1 litre de lait passe de 10 centimes à 60 centimes pour la même période. Enfin, la vache laitière qui coûtait 200 francs en 1914 vaut désormais entre 1500 et 1800 francs en 1919. Méchante augmentation, comme on dit. Les Français du front intérieur font face à cette crise de l'inflation généralisée du mieux qu'ils le peuvent. Mais ce sont les paysans qui s'en sortent le mieux. Pourquoi? Le recours à l'achat local aide les paysans français à faire face à la Grande Guerre. En effet, toujours selon Allary, les Français qui habitent les campagnes peuvent trouver les aliments nécessaires à leur subsistance directement dans leur petite communauté, puisqu'eux ou leurs voisins continuent leur travail agricole et produisent donc de la nourriture eux-mêmes. Les citadins, eux, en revanche, n'ont pas cet avantage. Les pénuries les affectent donc
plus durement. Par exemple, les habitants du village de Sainte-Croix font face aux pénuries alimentaires en continuant de produire leur propre nourriture, comme ils le faisaient bien avant la guerre. La viande, devenue très chère durant la guerre, est produite et consommée localement. Les Canadiens aussi se réfugient dans l'achat local. Selon Oliver Couchelm, les grandes crises économiques et les guerres sont des terreaux fertiles aux campagnes d'achat national, Buy National Campaigning, au Canada, mais aussi dans le reste du monde. Voici un exemple. En 1914, une publicité de gin offre aussi 10 astuces pour, et je cite, « aider le Canada ». Le premier conseil est assez simple, je vous le cite. Dans toutes vos dépenses, n'oubliez pas que vous devez toujours favoriser le Canada d'abord. Ouais, les mots utilisés ressemblent beaucoup à quelqu'un au sud de la frontière. De plus, la guerre se fait aussi sentir dans une autre recommandation. Je vous la cite. « N'achetez jamais de produits allemands ou autrichiens. Vous donneriez ainsi votre argent à nos ennemis. » Il faut aussi trouver l'argent nécessaire à l'effort de guerre. La population canadienne se met elle aussi à contribution pour soutenir l'effort de guerre. Le gouvernement canadien a recours à un service auprès de sa propre population. Le Canada cherche à améliorer sa situation économique en émettant des obligations de guerre. Entre 1915 et 1917, ces émissions sont émises sur le marché new-yorkais, mais les tarifs sont élevés. C'est pourquoi le Canada décide d'en émettre sur son propre sol, même si le ministre des Finances, William Thomas White, doute que le marché canadien puisse répondre à la demande. Eh bien, il avait tort. En 1915, le gouvernement vise 50 millions de dollars en bons de guerre et en obtient le double auprès des Canadiens. En 1918, l'un de ces bons de la victoire mentionne que prêter de l'argent au gouvernement pour l'effort de guerre a un impact bénéfique sur le chômage canadien. Keep all Canadians busy. Gardez tous les Canadiens occupés. Et justement, le Canada se lance dans la production d'obus pour ses propres besoins et ceux de ses alliés. Des compagnies d'armement existent déjà au Canada avant la guerre, mais le conflit leur est bénéfique. L'une d'elles, les usines générales de chars et de machinerie limitée, emploie 1200 personnes. Pour survivre après la guerre, cette compagnie-là se tourne vers la production d'équipements agricoles. Elle peut se fournir en acier facilement sur le marché québécois, ce qui lui donne un grand avantage. Et c'est aussi un argument de vente. Sur l'une de leurs publicités, on peut lire « Every national axe is fully guaranteed ». Vous noterez ici que « national » est en majuscule pour attirer l'attention du lecteur. Maintenant, quittons la Grande Guerre. Viennent ensuite les années 20, puis 1929 et la crise des années 30. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il ne faut pas se décourager. Ça va bien vite commencer. De l'ouvrage. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène mondial qui touche aussi durement le Canada, c'est en Allemagne et aux États-Unis que la crise de 1929 est la plus grave. Aux États-Unis, ce sont surtout les décisions du président démocrate Roosevelt, artisan du New Deal, qui vont aider à redresser un minimum la situation. Roosevelt met en place toute une série de mesures. Selon Bruno Marcel et Jacques Taïeb, l'une de ces mesures vise directement le chômage. Le taux de chômage réel est compliqué à établir précisément, mais Bernard Gazier avance les chiffres d'environ 11 à 12 millions de chômeurs en mars 1933, sur une population de 126 millions d'individus. Un triste record. Selon Marcel et Taïeb, les États-Unis luttent contre le chômage en embauchant les hommes sans emploi pour effectuer des travaux publics. Les États qui adoptent la solution des travaux publics tentent malgré tout de limiter les déséquilibres budgétaires, du moins au début. Aux États-Unis, ce n'est qu'en 1935 que le déficit atteint 5 %. Aussi, Marcel et Taïeb mentionnent que les effets du New Deal sont limités par la présence somme toute réduite de l'État dans l'économie. Les États-Unis se remettent plus lentement de la crise que la plupart des pays européens. L'Allemagne, elle aussi durement touchée par la crise des années 30, se remet mieux. Toujours selon Marcel et Taïeb, l'Allemagne met en place plusieurs mesures, dont, au même titre que les États-Unis, de grands travaux publics, fournissant ainsi du travail à bon nombre de chômeurs. Bon, il faut quand même dire que l'Allemagne de cette époque-là est contrôlée par les nazis.
Justement, le régime nazi se lance aussi dans le réarmement et se replie en autarcie, ce qui annonce déjà la Seconde Guerre mondiale. Quittons maintenant l'Allemagne. Au cours des années 30, selon Pierre-Cyril Haucoeur, les gouvernements cherchent à sortir de la crise avec des, et je cite, « politiques qui cherchent d'abord à limiter le chômage et ses effets sociaux désastreux, à freiner la baisse des prix et de la production agricole et industrielle. » Pour mener à bien ce projet-là, y compris les travaux publics, il faut un État qui n'a pas peur d'intervenir. Ça n'allait pas de soi à l'époque. D'ailleurs, le courant libéral opposé à l'intervention étatique sort discrédité de cette crise. Malgré l'importance des États dans la gestion de la crise des années 30, la société civile n'est pas en reste non plus. Au Québec, le Petit Journal exprime l'intérêt d'une partie de la population, au moins pour l'achat local. Et je vous le cite. Chaque fois que nous achetons un article importé, nous contribuons à faire perdre à quelques concitoyens canadiens son emploi et à rendre, par le fait même, plus sûre la position de quelques ouvriers étrangers. Nous faisons notre part pour rendre le Canada plus prospère. Il existe aussi au Québec, comme ailleurs, une triste réalité, la volonté d'encourager l'économie locale qui se confond parfois avec l'antisémitisme, tristement banal au début du 20e siècle. Sophie Lévesque écrit que la publicité s'attaque aux Juifs et à leur entreprise en utilisant la violence verbale et psychologique. Adrien Arcan et ses Chemises bleues, un regroupement fasciste ici au Québec, détournent d'ailleurs la campagne « Achat chez nous » contre les Juifs. Un regroupement de marchands anti-juifs naît même sous le nom d'Oiseaux bleus. L'achat local est aussi utilisé par des groupes qui luttent contre le racisme dont ils sont victimes. Kiowa Costoni lance un mouvement au nom équivoque, Don't Buy Where You Can't Work, à Baltimore, aux États-Unis. Dans une affiche, le groupe dénonce la discrimination dont sont victimes les Afro-Américains dans le commerce. Les patrons n'acceptent de les embaucher que pour les emplois les moins rémunérés. Maintenant, revenons un peu plus en arrière. La crise des années 30 est loin d'être la première crise économique de l'ère contemporaine. L'année 1873 marque le début d'une longue crise d'environ 20 ans, puisqu'elle ne s'achève qu'en 1895. Marcel Etaïeb la surnomme la Grande Dépression. Oui, une autre. Il constate que les causes de cette crise-là sont multiples, mais pointe en particulier, pour citer leurs mots, à un effondrement boursier. Les appels à l'achat local commencent dès le début de cette Grande Dépression. En 1874, The Daily Journal, un journal des États-Unis, écrit, et je cite, « Buying at home. The idea of standing by home merchant, home dealers and home enterprise is a sound one. » On reconnaît ici les mêmes arguments que durant la crise de 1929. Acheter chez soi auprès d'entreprises locales est une bonne idée qui soutient l'économie locale. L'achat local donne donc un coup de pouce à l'économie d'ici. Chouanière mentionne que l'argent circule à l'intérieur de la province lorsqu'on privilégie l'achat local. Terminons cette vidéo en citant François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui rapporte un sondage de la FCEI, et je le cite. 72 % des PME québécoises, dont 81 % du secteur du détail, affirment que les ventes provenant de l'achat local sont essentielles pour la rentabilité de leur entreprise. Il poursuit, « Acheter local, c'est faire partie d'une solution durable. » Donc, aidons l'économie québécoise.